Salut à tous, on continue dans les vidéos fluff et cette fois-ci je vais vous faire le codex Chaos Knight. Alors le codex Chaos Knight, ça c'est la version qu'on a dans la boîte en exclusivité. Voilà, c'est plutôt cool parce que j'adore vraiment le design en fait, hein, avec l'illustration derrière comme ça, le petit texte, même le côté en fait, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et puis cette illustration qui est quand même assez magnifique, le fait de l'avoir en full art comme ça, c'est vraiment assez agréable. Alors le petit bémol déjà quand on commence la review de ce codex, c'est que c'est un codex qui s'adresse quand même à des gens qui savent déjà ce que c'est qu'un Imperial Knight. Je parle pas des Chaos Knight, je parle vraiment du chevalier de base, parce qu'en fait, il n'y a aucune explication sur d'où ils viennent, ce qu'ils sont typiquement, alors qu'on va le retrouver dans le codex Imperial Knight. Et ce qui veut dire que forcément, si vous avez acheté que celui-ci ou que vous démarrez dans Warhammer 40 000 avec celui-ci, eh bien, vous allez être un petit peu... peut-être un petit peu perdu, mais voilà, il va vous manquer quand même un élément, et c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait quand même un petit passage, surtout qu'il y avait la place, hein, dans ce codex-là, il n'est pas forcément ultra épais. Il y avait la place de mettre un petit peu les origines des Chaos Knight. Alors je reste sur cette illustration qui est somme toute magnifique, moi je la trouve vraiment jolie, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont mis aussi sur la couverture du codex, là, voilà, avec les effets de lumière. Surtout que là, on apprécie en fait, hein, le Dreadnought là, qui se fait complètement ouvrir, alors que pourtant c'est quelque chose d'assez emblématique, il est assez gros. Là voilà, on voit que ça n'a aucun impact, et puis même il ne le regarde même pas, hein. Donc c'est dire qu'il est déjà passé à autre chose. En tout cas, va être une très belle illustration. Alors, une sombre noblesse, on va vous raconter tout simplement comment on passe d'un Imperial Knight à un Chaos Knight, parce que ça c'est une chose extrêmement importante, c'est qu'il n'y a pas de création de Chaos Knight, tous viennent de maisons loyalistes, quasiment, j'y reviendrai, et tous viennent de maisons loyalistes qui sont pervertis de plusieurs façons. Donc soit il peut y avoir ce qu'ils appellent les affrelames. Donc les affrelames en fait c'est simplement un des nobles chevaliers qui passe du côté obscur. Ça c'est assez commun au final. Soit dans les pires cas ça peut être carrément la maisonnée. Alors la maisonnée c'est l'ensemble en fait, la famille des nobles qui va passer complètement du côté du chaos. Donc c'est pas forcément toujours pour aller avec le chaos. Des fois c'est assez intéressant pour y revenir, il y a une maison qui est assez sympa comme ça. Ils se battent pas forcément contre l'Imperium, mais ils se battent peut-être contre tout le monde, et en fait ils veulent simplement eux-mêmes conquérir la galaxie, donc bonne chance à eux. Donc on vous dit, hein, que les antiques machines de guerre, donc chaque chevalier du chaos est une relique déchue de l'histoire de l'humanité, ce sont des parodies des chevaliers impériaux. Mais en fait on vous explique pas, hein, encore une fois, ce que c'était à la base un chevalier impérial. Donc je vais vous expliquer vraiment très rapidement. En gros ce qui s'est passé, c'est que quand l'humanité est partie en fait conquérir la galaxie, eh bien on avait besoin de machines, simplement des sortes de pelleteuses géantes, des sortes de grues, et ces châssis en fait ont été créés pour ça. Et au final, au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est que il fallait forcément se défendre, donc on a fini par greffer des armes forcément sur bien ces machines-là, et c'est devenu les chevaliers, tout simplement. Alors après, il y a une noblesse qui s'est établie au-delà de ça, et tous les possesseurs en fait de chevaliers, du coup, étaient plus ou moins anoblis. Il fallait être noble pour pouvoir en piloter un, et de fil en aiguille, avec la longue nuit, la période de récession, on ne pouvait plus bien sûr les construire, et puis il ne restait que ceux qui étaient déjà construits depuis des milliers d'années. Ça c'est toujours le même archétype qu'on va trouver dans Warhammer 40 000, on ne peut pas créer de nouveaux chevaliers, donc on va récupérer les anciens, on va les pervertir pour les passer du côté du chaos, on va essayer de redécouvrir en fait des schémas de construction standardisés pour essayer de les refaire, mais on sait les réparer, mais on ne sait pas les construire. Alors bien sûr, là encore, c'est une des faiblesses, hein, du scénario global de Warhammer 40 000. Forcément, c'est épique, parce qu'on vous dit, waouh, c'est une des reliques. Chaque chose est une relique, comme une lame spéciale, quelque chose de vraiment incroyable. Le problème, c'est que forcément, il y en a vraiment tellement qui tombent au fur et à mesure, ils sont tellement peu nombreux qu'au 41e millénaire, je pense qu'on en verrait vraiment plus. Voilà. Bon, ceci mis à part, ça raconte quand même une histoire assez sympathique, avec ce côté épique. Et puis, aussi, si vous voulez vous lancer, c'est une armée qui est sympa à collectionner parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurines. Financièrement aussi, c'est assez intéressant. Et puis là, voilà, avec la boîte qui est sortie récemment, je trouve que c'est une offre qui est quand même pas trop moche. Alors là aussi, en termes d'illustration, c'est une illustration que j'aime beaucoup parce que déjà, on voit différents types de chevaliers. Et puis surtout, il y a ça en fait, je trouve qu'il y a vraiment une image très forte avec le chevalier impérial qui est mis à terre. En plus, cette terrine, ça c'est ma maison, donc moi ça me touche personnellement. Et puis surtout, la trappe qui est ouverte avec un simple cultiste qui vient achever le noble comme ça. Je trouve qu'il y a un côté encore
encore plus dévalorisant, plutôt que de se faire éventrer ou déchiqueter par le Chaos Knight. Là, bah voilà, on vous laisse là, on vous regarde même pas, et puis c'est la petite piétaille, vraiment la plus petite chose qu'on peut, les cultistes du chaos, il n'y a pas plus petit, hein. Un Vorace peut-être, mais voilà, qui viennent vous achever, donc je trouve qu'il y a une portée et que ça raconte vraiment une histoire, c'est assez sympathique. Alors certains d'entre vous, à juste titre, vous pouvez vous demander, mais comment ils font en fait ceux qui partent comme ça, qui quittent leur maisonnée pour entretenir en fait leur chevalier? Eh bien, il y a les idolâtres. Donc les idolâtres, en fait, on vous dit simplement que à chaque fois qu'un chevalier ou une maisonnée, bon là c'est plus simple dans le cas de maisonnée, mais même un seul chevalier qui passe Affrelame, en fait, il y a des gens qui vont le suivre, des gens qui vont l'idolâtrer, d'où le terme idolâtre. C'est simplement les mécanos, hein, qui vont suivre en fait le chevalier et qui possèdent le savoir pour le réparer. On imagine qu'ils possèdent aussi le stock de pièces de rechange. Là encore une fois, on arrive à la limite de la réalité, parce qu'après, c'est bien beau de savoir comment on répare les choses, mais il faut avoir le matériel. Si on imagine qu'il faut de l'adamantium pour faire les chaînes et d'autres carapaces d'armure, il faut pouvoir l'extraire quand on est parti, donc il faut quand même des usines, enfin, etc. Bon voilà, ça c'est pour ceux qui sont un petit peu pinailleurs sur le fluff, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, et moi j'en fais partie. Alors après, petite chose quand même assez sympathique, c'est qu'on vous raconte que forcément les nobles ont a priori très peu de respect pour les simples mécanos. Simplement, ils ont appris à les craindre parce que bizarrement, quand justement les nobles n'étaient pas très contents d'un idolâtre et que, eh bien, ils s'amusaient simplement à le sacrifier, des choses comme ça, et bien bizarrement, un peu plus tard, ils se retrouvaient avec des petits soucis qui atteignaient à leur vie. Donc voilà, il y a quand même cette interdépendance malgré tout entre les deux. Et c'est bien mis ici, donc voilà, retour des choses pour les idolâtres, et puis gros respect à tous les mécanos qui réparent les Formule 1, parce que c'est vraiment vous qui faites gagner le pilote. Alors là encore, une illustration que je trouve magnifique, celle-ci d'ailleurs, je pense qu'on peut la voir en poster, je crois qu'elle est disponible sur certains sites, mais ouais, je la trouve vraiment, vraiment très belle. Alors bien sûr, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a des explosions, mais enfin voilà, c'est vraiment superbe. Là encore, on voit à quel point les articulations comme ça ici pour les Chaos Knights, c'est quand même plus sympa que celle des Imperial Knights. Mais bon, là on va vous expliquer en fait quel est le processus qui peut faire qu'un chevalier passe du côté du chaos. Alors ce qui est assez intéressant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le principe, c'est que le noble, il va être sur un trône. Ce trône-là, donc c'est le trône de pilotage, il est relié directement à la conscience en fait de la machine, l'esprit de la machine, mais au-delà de ça, à tous les anciens pilotes. C'est-à-dire que la personnalité et on va dire l'esprit, l'âme des anciens pilotes est contenue dans le trône de commandement du chevalier, ce qui fait que ça assure en fait une pérennité dans l'état d'esprit global du chevalier. C'est-à-dire que le chevalier a sa propre conscience qui est façonnée par tous les pilotes qu'il a eu jusqu'à présent. Et cette personnalité-là va fusionner avec celle du pilote, du noble, qui va rejoindre. Et c'est en fait une sorte de garantie assez exceptionnelle du fait qu'en fait, il n'y aura pas de trahison. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant, par contre, et qui est vraiment expliqué assez largement. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a très très peu de chevaliers qui sont passés du côté d'Horus. Il y en a quand même pas mal, mais en fait, c'était le dernier bastion, en fait. C'était vraiment, bon, remis bien sûr, on peut après aller chercher les custodes, les sorts de bataille, etc. Mais sur des armées de l'Imperium, il y avait vraiment ce côté incorruptible des chevaliers, du fait que justement, il y avait cette protection et ce formatage, en fait, psychologique sur le trône du chevalier. Voilà. Bon, malgré tout, on vous explique quelles sont les différentes possibilités, ce qui peut se passer tout simplement, option numéro 1, c'est qu'un chevalier va se retrouver isolé, donc avec personne pour l'entretenir, entre guillemets, et il va devoir se battre, et au fur et à mesure, ce côté indépendant, en fait, va prendre le dessus, et ce côté carnage, en fait, va être de plus en plus présent, et puis il va se laisser aller au final, et puis il va se noyer un petit peu dans ses actions, et puis ne pas pouvoir en sortir, forcément, comme il ne peut pas prendre de repos, il n'a pas personne avec qui discuter, ou personne pour le conseiller, voilà, ça le rend fou, et puis voilà. Donc il y a vraiment plusieurs catégories, hein. Ceux qui directement trahissent l'Imperium parce qu'ils veulent détruire l'Imperium. Il y a ceux, et ça c'est assez subtil, et c'est ce qui est mis aussi en avant dans ce codex, c'est que il y a des serments d'honneur en fait qui sont faits entre le culte Mechanicus par exemple, des chapitres Space Marine, ça peut être le cas aussi, ou le culte Mechanicus, etc. avec les Imperial Knights à la base. Et en fait, les chevaliers se doivent, de par leur code d'honneur, de respecter en fait ce serment. Et ce qui se passe, c'est que si à un moment donné, ceux à qui ils sont fidèles
typiquement, typiquement les Luna Wolf, hein, on va le revoir un petit peu tout à l'heure, il y a un passage qui est assez sympa. Il y a une maisonnée qui était fidèle à Horus, parce que c'était le maître de guerre. Forcément, quand il est passé de l'autre côté, eh bien en fait, eux devaient honorer en fait leur serment de loyauté, et ils se sont pris entre le côté je dois servir absolument Horus parce qu'on a prêté serment de loyauté de toujours venir en aide à Horus, et on doit défendre l'Imperium. Et il y a eu cet affrontement entre les deux, il y a eu des scissions au sein des maisons, et puis voilà, tous ceux qui ont sombré sont passés du côté du chaos forcément. Alors chez les Imperial Knights, il y a deux types de maisonnées, suivant qu'elles soient inféodées plutôt à l'Imperium ou plutôt au culte Mechanicus. Là, on va retrouver la même chose. Donc vous avez soit les maisons iconoclastes, soit les maisons infernales. Donc les maisons iconoclastes, c'est celles qui sont passées en fait ennemies de l'Imperium, mais un petit peu peut-être malgré elles, ou qui se sont retrouvées dans des serments de loyauté qui justement elles devaient respecter. Donc justement, ça les mettait en opposition avec l'Imperium. Et on va dire que c'est tous ceux qui peut-être aussi se détournent un peu de la voie véritable et puis vont revendiquer en fait leurs actes comme étant loyaux, mais bien sûr ça sert un petit peu leurs propres instincts. Donc forcément ils sont pervertis, mais ils ne l'avouent pas forcément, ils ne sont pas ouvertement chaotiques, comme on verra tout à l'heure les maisons infernales, qui elles vont se faire posséder, vont être en lien directement avec les démons, etc. Là, les maisons iconoclastes, c'est tout simplement des maisonnées qui ne reconnaissent pas l'Imperium, mais on peut avoir des maisons iconoclastes qui ne reconnaissent pas non plus le chaos et qui se battent aussi bien contre l'un contre l'autre. Alors après, un petit passage qui est assez sympathique, on nous dit que c'est tabou de parler des Chaos Knights, étant donné que justement, il y a ce côté noble et indéfectible au niveau de loyauté. On n'est pas censé trouver des Chaos Knights. Donc forcément, quand il y a quelqu'un qui parle de ça, qui dit avoir affronté des maisonnées renégates, eh bien, il peut arriver que le département Minitorum fasse exécuter en fait les incompétents qui pensent être tombés sur ce genre de choses et qui ne doivent que fabuler, parce que ça ne peut pas exister avec l'incorruptibilité absolue des chevaliers. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi retrouvé avec ceux qui ont connu le chaos. Donc en fait, il y a quand même, c'est un peu dangereux l'Imperium, parce que quoi qu'il arrive, dès que vous luttez contre quelque chose, faut surtout pas en parler, parce que l'Imperium ne doit pas perdre, il n'y a aucun ennemi qui doit exister. Donc hormis peut-être si vous battez contre les orques, et encore, voilà, vous battez contre le chaos, vous êtes assassiné parce que voilà, vous n'êtes pas censé savoir que le chaos existe. Là c'est pareil, contre les maisons renégates, non c'est pas possible, il peut pas y avoir de maison renégate, monsieur, pif, petite balle dans la tête. Donc ensuite, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien en fait, même quand un noble sont tués, en fait, eh bien la machine elle-même reste et souvent est réutilisée, et la personne qui va venir après doit endurer tout un long sacrifice en fait, et des tortures mentales pour essayer de fusionner avec le trône, et qu'en fait sa conscience entre guillemets soit acceptée par celle de ses prédécesseurs, et que forcément, comme ça se passe en mode chaotique avec des douleurs incroyables, etc., eh bien il y a une sorte de perversion quoi qu'il arrive, et après tous en fait deviennent enfin forcément une partie de cette machine-là, et on va dire ils pètent un câble tout simplement. Enfin, déjà qu'ils étaient bien, mais là voilà, ça les rend complètement fous et complètement incapables de se rendre compte aussi des fois que leurs actions eh bien, sont faites contre l'Imperium. Donc il y a cette dualité quand même qui existe. Et donc les maisons infernales, je vous en parlais, on le voit un petit peu sur cette illustration, eh bien c'est forcément ceux qui vouent un culte en fait au Mechanicum noir, c'est-à-dire, et d'ailleurs ça fait penser, je pense qu'on aura bientôt droit à un codex culte Mechanicus version pervertie, et je pense que ça va être vraiment classe, on l'attend avec impatience, parce que forcément quand il y a eu l'hérésie d'Horus, et bien dans le culte Mechanicus, il y a aussi des gens qui sont passés du côté du chaos, et quand vous aviez une maisonnée qui était inféodée à ce monde forge par exemple, et bien elle a dû le suivre, et bon gré mal gré, voilà, maintenant ils sont passés du côté chaotique. Et en fait, là, les maisons infernales, le petite différence en fait, c'est que elles vont utiliser beaucoup plus que les maisons iconoclastes de la possession démoniaque, les pouvoirs en fait du warp pour faire muter les chevaliers, pour les rendre plus puissants. Donc voilà, on peut imaginer quoi qu'il arrive, une maisonnée infernale va être plus puissante que les autres maisonnées de chevaliers, parce que forcément, il y a cet ajout, il y a la même technologie, mais il y a cet ajout en fait de force, de résistance, de pouvoir magique en fait du warp. Voilà. Et c'est ce qui peut se traduire aussi par le fait que dans ce codex, on va avoir accès en termes de règles à une unité de chevalier, un chevalier qui est psycheur. Voilà. Donc ça c'est reflété fluffiquement par cette prédominance du chaos avec le côté démoniaque. Après, un petit passage que j'ai noté qui me plaisait bien, c'était que les pilotes en fait luttaient tout le temps contre leur machine pour garder le contrôle en fait, parce que s'ils ne sont pas assez forts
mentalement pour résister à l'appel de la violence que dégage la machine, et bien en fait, leur esprit se noie finalement dans la volonté de la machine, et comme ils ont aussi leurs propres objectifs, et bien voilà, ils cherchent vraiment à lutter et à repousser le plus tard possible, parce que forcément à un moment donné ça va arriver, ils vont essayer de repousser le plus tard possible ce moment où ils seront assimilés, aussi bien d'esprit que de corps, parce que on voit que dans ce domaine-là, forcément avec les mutations du chaos, et bien le corps physique va fusionner avec la machine, et puis certains disent que on n'a pas été voir à l'intérieur, mais qu'il ne reste peut-être même parfois plus d'enveloppe vivante en fait, et qu'il n'y a que le résidu d'âme, et ou alors une sorte de tête mixée avec, vous voyez, vous imaginez bien tout ce qu'on peut imaginer en termes de body horror mixé à la machine. Voilà, tout ça c'est les maisons infernales. Alors là, il y a une petite histoire. Cette histoire, elle est assez sympathique parce qu'elle reprend en fait un chevalier et puis ses deux dogs. Donc les dogs, c'est des petits armigueurs. Hein. Je les appelle des armigueurs parce que c'est plus classique, vous les connaissez comme ça. Donc dans le chaos, ça va s'appeler des dogs. Et en fait, c'est assez sympa parce que on a toute l'histoire de comment ils se comportent entre eux, le fait que c'est vraiment comme des chiens de chasse en fait, hein, le noble va les garder, de temps en temps il va les envoyer à l'attaque, il va dire toi tu restes là, il va les dompter. Et en fait, tout ce côté-là est raconté et ça donne vraiment envie, encore une fois, je trouve, d'acheter cette boîte avec le Chaos Knight et puis les deux dogs. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que vous avez directement, voilà, vous lisez votre fluff et puis vous avez directement envie de reproduire ce qui s'est passé là. Et puis on vous explique bien hein, la surpuissance en fait des Knights tout simplement. Et puis le seul adversaire un petit peu valable qui peut rencontrer en fait un noble, c'est justement un homologue impérial où là vraiment on peut aller sur un vrai combat. Alors là aussi pas grand chose de plus en fait, si ce n'est que c'est une belle mise en page que j'apprécie parce que ça change un petit peu de la maquette classique. Donc là c'est plus sympathique, ça change tout simplement. Dès que ça change, moi au bout d'un moment j'aime bien, surtout quand on se tape beaucoup de codex. Donc là vous avez simplement raconté avec un style comment je pourrais le dire, assez noble dans le phrasé. D'ailleurs je me suis même demandé si Sylvain, si tu regardes cette vidéo, elle veut pas participer parce que Beazg, moi ça m'a fait penser à Bezac. Il y en a certains qui doivent voir de quoi je parle, mais voilà, vous avez ce côté qui est raconté. Voilà, pas grand chose de plus, si ce n'est que les chevaliers c'est très fort, et puis même un Ordinatus, parce que là quand même il y a un petit passage sur un Ordinatus, il a juste le temps d'en tuer un ou deux, et puis après c'est fini, voilà. Donc rien de plus, si ce n'est de l'ambiance encore. Que ce soit vraiment dans le design aussi, ça c'est aussi important. Alors là, je vous en ai déjà parlé pas mal, donc je vais pas beaucoup m'apesantir dessus, mais les Afrolames, voilà, c'est tous ceux qui sont passés en mode autonome, plus ou moins, parce que bien sûr, il y a toujours les idolâtres qui vont les accompagner pour pouvoir les réparer. Voilà, aussi crédible que cela puisse être. Faut aussi qu'ils voyagent d'une planète à une autre hein, pour réussir ça. Donc ils vont... Alors, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont un petit peu, entre guillemets, assujettis à une légion Space Marine, par exemple, mais il peut y avoir aussi le contraire, et ça c'est assez sympathique, c'est qu'il y a des légions Space Marine qui idolâtrent en fait cette incarnation du chaos, cette incarnation de puissance, et du coup l'Afrolame est le seigneur guerrier de son host en fait, pas forcément démoniaque, mais chaotique en tout cas, donc voilà, il va suivre ses propres objectifs, et encore une fois, j'aime bien ce côté où il peut y avoir aussi une sorte d'indépendance, même vis-à-vis du chaos, voilà. Alors le côté héraldique, en fait, c'est quelque chose qui est assez présent pour les chevaliers, évidemment, parce qu'on retrouve le côté chevaleresque, donc là, c'est une iconographie qui peut être pervertie, vous pouvez trouver beaucoup de choses, en fait, soit le noble se fiche éperdument de ce à quoi il ressemble, auquel cas, eh bien, on va avoir des héraldiques qui, eh bien, se détruisent avec le temps, se détériore, ou alors au contraire il veut absolument retirer ses anciennes héraldiques, ou alors les pervertir, ou alors complètement adopter un nouveau schéma de couleur, des nouvelles emblèmes, etc. Donc en fait vous êtes libre, vous faites vraiment ce que vous voulez, de toute façon tout va passer, et vous pouvez tout à fait prendre une maison loyaliste, faire des gros traits barrés dessus, ou alors à peine l'effacer, quelque chose où on aurait vraiment le seigneur qui serait vraiment au-delà de l'apparence esthétique de son chevalier, là où on a aussi l'inverse, il y a ceux qui vont être extrêmement exigeant vis-à-vis de l'apparence de son chevalier. Alors dans ce codex, il va pas y avoir forcément beaucoup plus de choses fluffiques générales sur le Chaos Knight, il n'y a pas grand chose à en dire, tout a déjà été dit. Par contre, du coup, on va pouvoir vivre des petites histoires avec les différentes maisons, et on va commencer avec la maison Lucaris. Alors cette maison, il a eu la chance de rencontrer Horus directement, le maître de guerre, et bien sûr, elle a reconnu en lui le grand meneur d'hommes, l'être noble qu'il était, et du coup, elle a fait ses serments d'allégeance à Horus directement, donc en tant que représentant de l'Imperium aussi, bien sûr, forcément. Ensuite, quand les Lunawos sont devenus les Sonophorus, eh bien, tout se passait bien, et quand il y a eu, évidemment, l'hérésie d'Horus, eh bien, la maison Lucaris suivait
en fait, dans un premier temps aux Russes, et quand il a été vaincu, en fait, elle a reproché à la Black Legion d'avoir abandonné, en fait, le Primarque. Et elle s'est détachée de la Black Legion, elle ne l'a pas reconnue, et maintenant, elle se bat aussi bien contre l'Imperium que contre l'Hereticus Astartes. Alors, après, on nous dit quand même que dernièrement, on l'a vu combattre aux côtés d'Abaddon. Donc, peut-être qu'il y aurait eu des négociations, et peut-être que Abaddon aurait réussi à gagner le cœur de Lucaris, peut-être. Voilà. En tout cas, après, ce qu'on nous dit sur cette maison, c'est qu'elle est assez basée sur la peur. Elle aime instaurer la peur et pas uniquement la destruction. Donc souvent, elle fait exprès de laisser des survivants mutilés afin qu'ils racontent en fait ce qui s'est passé, de quelle façon horrible en fait ils ont été battus. Et puis, elle a cœur aussi de torturer. Donc là, elle nous apprend que grâce à d'étranges sciences, les idolâtres des Lucaris, la torture infligée aux chevaliers et aux nobles aurait duré près de 10 millénaires. Donc oui, elle va torturer pendant 10 000 ans. Et j'imagine un peu le petit truc, genre vas-y, va toujours là-bas, il y a toujours le petit noble à torturer, mon grand-père le faisait avant toi, c'est la tradition dans la famille, etc. Donc voilà, c'est assez, je pense que c'est un destin un peu enviable. Mais c'est une maison, voilà, qui peut être assez intéressante à jouer parce que elle n'est pas binaire en fait, elle n'est pas juste méchante ou juste gentille, voilà, cette ambiguïté qui est assez riche. Alors la maison RP Trax, moi j'aime beaucoup son historique parce qu'en fait, pour refaire un petit peu aux origines, en fait ce qui s'est passé c'est que à l'époque où l'Imperium en fait a relancé la Grande Croisade pour reprendre en fait contact avec l'humanité qui était perdue dans les étoiles, à chaque fois qu'on arrivait sur un monde chevalier, il y avait des émissaires de l'empereur qui allaient reconnaître, en fait, qui se faisaient reconnaître aussi par les maisons des chevaliers, et en fait, toutes, quasiment, reconnaissaient la déité, alors pas la déité, mais le côté noble et le côté seigneur, empereur de l'humanité sur l'empereur, voilà, et pas la maison RP Trax. La maison RP Trax, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle a rencontré beaucoup de gens qui se faisaient passer pour le régent de l'Imperium ou pour l'empereur lui-même, et que forcément, elle s'est mise à douter et qu'elle ne reconnaissait aucun autre seigneur que leur propre maison. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, comme ils ont été redécouverts en fait après l'hérésie d'Horus, c'est-à-dire après que l'empereur ne soit plus qu'incarcéré sur le trône d'or, eh bien, ils n'ont pas accepté de suivre en fait l'Imperium, et en fait, ils ont leur propre voie, donc ils ne sont pas non plus du chaos, encore une fois, et en fait, leur seul objectif, c'est de conquérir la galaxie rien que pour eux. Voilà. Donc ni Dieu ni maître. Voilà. Maison RP Trax, c'est assez sympathique. Et surtout, après, je savais que j'aime la technologie et il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui est peu exploité. Alors, je vais faire un petit point sur les cités ruches. Les cités ruches qui existent sur chaque planète, elles sont à la base construites avec les restes des premiers vaisseaux spatiaux qui étaient de formidables usines, vaisseaux coloniaux, etc. Avec une technologie qui bien sûr est perdue. Et cette technologie a été oubliée au fil des millénaires, mais elle est quand même là. Et en fait, cette maisonnée, sa tâche en fait, c'est d'essayer de retrouver les épaves oubliées des vaisseaux de l'antique Longue Marche qui sont du coup, qui se sont arrachés de la Terre pour arriver sur les planètes. Et elle creuse comme ça en dessous des cités ruches pour récupérer des technologies depuis longtemps oubliées. Et ça, c'est vraiment sympathique si vous avez envie d'une maisonnée avec un caractère fort et avec peut-être une technologie où vous pouvez imaginer, alors en termes de règles ça aura la même chose, mais vous pouvez par exemple changer un petit peu le design en se disant bah tiens maintenant ils tirent des missiles ioniques par exemple, ou que sais-je, toutes les armes des Voltanes par exemple. Alors je dis ça parce que les Voltanes eux aussi sont censés avoir cette base de technologie ancienne et oubliée, donc voilà, je suis aussi vraiment pressé de voir ça. Alors la maison Chimère, ça c'est assez sympathique aussi, ça c'est le petit coup de pas de chance. En fait ce qui s'est passé c'est que cette maison était loyale à l'Imperium, même après l'hérésie d'Horus, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, eh bien, elle a été prise en fait dans une sorte de tempête warp. Alors c'est assez compliqué parce qu'il y a du voyage temporel, donc dès qu'il y a du voyage temporel, c'est un petit peu compliqué, mais il faut imaginer que la maison était loyale, et à un moment donné, la croisade Indomitus est venue lui demander des comptes, et en fait, eh bien, la maison Chimère a dit, mais on n'a rien fait de mal, on a toujours été les plus loyaux possibles, vous avez toujours pu compter sur nous, donc voilà, alors qu'en fait, eh bien, en face, il y avait bien sûr pas moyen de négocier, hein. Ça se passe pas comme ça avec l'Imperium, donc pas moyen de négocier. Et ce qu'a décidé quand même la maison Chimère, c'est pour respecter en fait ses serments d'allégeance jusqu'au bout, de ne pas lever les armes contre l'Imperium. Et du coup, ils se sont enfuis quand même. Ils ont pas été jusqu'au sacrifice ultime de dire ok, tuez-nous. Ils se sont enfuis. Et en fait,
quand ils se sont enfuis, ils ont été aspirés dans une faille warp qui les a fait voyager, muter, etc. Et quand ils sont revenus, en fait, ils ont attaqué l'Imperium parce que ça faisait des milliers d'années, on va dire, qu'ils erraient dans le warp et que leur haine contre l'Imperium qui les avait chassés avait bien sûr grandi. Et c'est ces attaques qui ont causé justement toutes les mesures répressives de la croisade qui est revenue sur leur monde. Donc vous voyez cette boucle qui est créée en fait avec l'œuf ou la poule, on ne sait pas qui a... Enfin c'est un cycle entre les deux et je trouve que c'est assez riche comme ça, le voyage temporel quand c'est bien traité, voilà c'est vite fait, voilà, on ne cherche pas trop à être compliqué, c'est assez séduisant et puis on a le côté un peu tragique justement des fidèles qui se sont fait trahir justement par les agissements des dieux du Warp. Alors je trouve qu'il y a quand même un gros travail sur les maisons des Imperial Knights, il y a quand même à chaque fois un fleuve qui tient la route. Moi je trouve que tout est séduisant et je pense que vous pouvez facilement trouver une base en fait pour votre propre maisonnée ou au contraire coller à ça parce que franchement je trouve que c'est pas mal. Alors la maison Corvax, ça vous rappelle un peu quelque chose, l'emblème etc. C'est parce que c'est des reliquats de la maison Raven qui est loyaliste. En fait ce qui s'est passé c'est qu'une partie de la maison Raven en fait a été pervertie par Be'lakor et que Be'lakor s'est approprié en fait cette maisonnée, enfin une partie de cette maisonnée, et du coup l'a transformée en maison Corvax. Et on vous dit que voilà, maintenant il trône en fait au milieu de ce monde de chevaliers, et vous pouvez tout à fait allier Be'lakor avec ces chevaliers-là, c'est complètement fluff. Voilà, et puis il y a ce côté, voilà, le monde dérobé, Be'lakor qui a réussi son coup de faire passer du côté obscur. Donc ouais, c'est pas forcément à l'hérésie d'Horus que toutes les maisonnées d'Imperial Knight sont passées du côté du chaos, mais il y en a régulièrement, c'est un petit peu comme les chapitres Space Marine, on trouve encore régulièrement, de temps en temps, des machinations qui font que les fidèles défenseurs d'Imperium passent du côté du chaos. Ça fait d'ailleurs penser que c'est rarement dans l'autre sens, alors que ça pourrait tout à fait, il pourrait y avoir une sorte de rédemption, et ce serait vraiment assez riche. J'en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo j'en ai déjà parlé, mais si vous avez des exemples dans la Black Library, vous avez lu un passage comme ça, sur un chapitre qui serait Renégat, qui essaierait justement de... On parle pas des Dark Angels, hein, d'accord? Chaplain Ouais, tout doux, monsieur le chaplain investigateur. Moi, je faisais de mon mieux avec les ailes de poulet que j'ai trouvé de ranger cette masse. Ranger cette masse, c'est dangereux, monsieur le chaplain. Je ne veux pas me faire investigationner, non. Mais si vous avez un autre chapitre comme ça qui serait ouvertement renégat, qui serait en train d'essayer de repasser du côté de l'Imperium, ce serait intéressant, je serais curieux de savoir ça. Alors la maison Vectrix, elle, on va passer un peu plus rapidement, parce que tout simplement, elle, c'est la caricature, elle était fidèle à la Légion Mortis, qui était une légion titanique, et quand elle est passée du côté du Mécanicum Noir, et bien forcément, la maison Vectrix a suivi, donc voilà, maintenant ils sont inféodés encore à la Légion Mortis, tout simplement, je pense qu'on peut passer, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Alors la maisonnée Commentis, c'est un petit peu plus profond. C'était une maisonnée qui, elle, avait des traditions en fait où elle chassait des grandes créatures, un petit peu comme ce qu'on trouvait avec les Space Wolves ou beaucoup d'autres cultures comme ça, où, eh bien, pour passer noble, il fallait partir avec sa bip et même pas son couteau, rien du tout, partir dans la nature comme ça et réussir à revenir avec une créature domptée. Voilà, une créature portée. Et suivant le type de créature, ça vous donnait le droit à différents types d'harnais de chevaliers. Donc ça, malheureusement, c'est une pratique qui a pris fin dès que l'Imperium est arrivé, parce que le culte Mechanicus, ayant redécouvert ce monde, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mondes des chevaliers sont des mondes qui sont très riches en minerais, justement. C'est pour ça que les chevaliers se sont établis là aussi à l'origine. Donc souvent, le Mechanicus, il sait que quand il arrive sur un monde et qu'il trouve un monde chevalier, c'est une très belle petite pépite à miner. Et donc là, bien sûr, ils ont perverti complètement l'écosystème et ils ont empêché, en fait, la maison Commentis de pouvoir reproduire, en fait, ceci parce qu'il n'y avait plus de prédateurs, donc il n'y avait plus ces créatures à chasser. Donc ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, ça les a un petit peu aiguillés sur le côté du chaos, donc c'est ce qui a permis justement de les faire basculer plus facilement, et ils ont trouvé en fait dans les démons des créatures à chasser. Et là maintenant en fait ce qui se passe, c'est qu'ils chassent en fait tout simplement des démons. Après, autre petite partie, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours ce côté prédateur, parce qu'en fait les nobles se font posséder par des démons, donc ils vont fusionner plus ou moins encore une fois avec la machine, et ce qu'on nous raconte, c'est que dès que le personnage est trop faible au dire de la créature démoniaque, eh bien le chevalier du chaos va l'aspirer, le manger, voilà, il y a une faille warp qui va apparaître dans son corps, etc. Ce qui va faire apparaître encore d'autres démons,
champion. Et puis le prochain aspirant, celui qui veut rentrer, qui veut être calife à la place du calife, eh bien il doit se battre justement contre cette entité démoniaque pour elle-même après se faire manger, etc. Et que ça crée ce cycle, j'allais dire cycle vertueux, ce cycle démoniaque tout simplement. Alors dans ce passage-là, c'est tout ce qui concerne en fait l'historique des affres-lames. Donc on va avoir des affres-lames vraiment typiques, voilà, avec leur propre historique. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Petit passage où on nous remet en fait pourquoi justement un affre-lame pourrait être suivi avec des idolâtres. Les idolâtres, ceux qui réparent en fait sa machine, tout simplement parce que, eh bien, ils ont des promesses, genre tu auras plus de pouvoir, tu étais petit numéro 8, là maintenant tu vas passer number 1 en me suivant, etc. Et donc, bien sûr, avec cette envie de pouvoir et leur connaissance, ils suivent en fait comme ça les affres-lames. Alors pour ceux qui ont participé au petit sondage que j'avais fait, à savoir quel sera le destin des tyrannides avec ma dernière vidéo fluff sur les tyrannides, là on a peut-être un petit élément de réponse, parce que là on nous apprend qu'il y avait une maisonnée qui s'est fait complètement assimiler en fait par les tyrannides. Donc même les maisonnées de chevaliers, ça fait pas le poids par rapport aux tyrannides. Et puis après, ce qu'on vous raconte, c'est que lui, typiquement, était le dernier survivant et a été pris par les dieux du chaos, étant donné que c'était bien battu, qu'il avait tué beaucoup de monde, pour qu'il puisse perpétuer en fait le massacre. Il a été téléporté dans notre endroit. Et souvent, on le voit apparaître dès qu'il y a un petit peu de tyrannides, voilà, pour continuer un petit peu le massacre sans fin. Mais un point quand même pour les tyrannides. Et voilà, on a fait le tour en fait de tout ce que contenait niveau lore et fluff ce codex. Là, vous le verrez, je vais vous faire passer quand même les illustrations, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations et qui sont assez emblématiques du jeu. Je les trouve plutôt réussis, plutôt sympathiques, avec à chaque fois une belle petite mise en perspective des différents chevaliers. Voilà, donc comme ça je vais les passer. J'aime beaucoup ce style hein, les petites dogs, les dogs carnivores, le dog brigand. Voilà, c'est encore une fois une armée qui peut être assez tentante, parce que même si c'est un gros coût financier, un chevalier, là on est sur du 140 € je crois, un truc comme ça, forcément vous allez devoir en acheter moins que si vous achetez autre chose, donc ça peut être quand même malgré tout assez intéressant. Après, si vous n'avez pas envie de vous casser trop la tête en peinture, il y a plein de schémas de couleurs, c'est pour ça aussi que je passe en fait ces différentes pages. Le look quand même de la figurine, c'est assez classe quand même, hein, j'avoue. Alors je suis moins fan en fait des tentacules comme ceci, mais là vous voyez celui-ci, vraiment là je trouve que cette figurine est vraiment jolie. Il y a moyen en plus de la personnaliser beaucoup avec le côté chaotique. Après, vous pouvez piquer l'idée de Mahar Prod et puis de faire les quatre déités à travers des chevaliers, parce que on vous dit qu'il y a des chevaliers impériaux, enfin des chevaliers du chaos, qui peuvent être inféodés à un dieu en particulier. D'ailleurs dans les règles c'est aussi le cas. Et puis vous pouvez aussi en avoir qui sont de façon plus générale en train de prier un peu qui veut bien l'entendre. Donc voilà. Vous avez aussi les kits impériaux classiques qui peuvent être pervertis par le chaos. Donc ça peut être aussi assez joli. Voilà, donc duel emblématique contre le culte Mechanicus, et puis voilà, écoutez, on est arrivé au bout. Alors en conclusion, je trouve que ce codex, c'est pas le plus chargé niveau fluff, c'est pas celui où on apprend le plus de choses, malgré tout, à chaque fois, c'est quand même plutôt très bien traité. Je trouve qu'ils ont cherché assez loin pour rendre les maisonnées assez crédibles. On n'est pas sur des gros archétypes de c'est des fous furieux, c'est ceux qui veulent torturer, c'est ceux qui veulent se venger. Il y a vraiment à chaque fois un petit twist, quelque chose qui est un peu plus profond que ça, qui peut permettre de faire travailler comme ça l'imaginaire. C'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement. Je pense que c'est une bonne armée si vous voulez commencer, encore une fois, parce que au moins au niveau fluff, il n'y a pas grand chose à savoir. Niveau règles aussi, je pense que c'est dans les plus simples, parce qu'il y a forcément moins d'unités, donc c'est plus facile à maîtriser. Niveau financier, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je pense que c'est aussi assez intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, sur les commentaires, si vous voulez favoriser la remontée des vidéos pour m'aider, pour me soutenir, mettez simplement un petit palmier. C'est pour ça que vous voyez des fois des gens mettre des petits palmiers. C'est comme ça, moi je sais que vous avez juste utilisé la petite fonction qui reste dans le sens du poids de l'algorithme de YouTube. Ça aide la chaîne, bien sûr, à référencer, ça aide la vidéo à se retrouver, autant que les likes, mais plus que les likes. Donc voilà, la petite routine, les likes, les commentaires, ça permet toujours d'aider la chaîne. Et puis bien sûr, si vous voulez continuer à soutenir sur Tipeee, c'est bien sûr avec grand plaisir. Merci à vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut à tous.